Et oui, on va parler ce matin d'un livre sorti il y a quelques semaines, l'Atlas critique de la Guyane aux éditions du CNRS. Un livre de plus de 300 pages qui tente au travers de cartes toutes différentes de saisir la réalité de la Guyane, ou plutôt des réalités de la Guyane. On y parle de frontières intérieures et extérieures avec le Brésil et le Suriname, d'orpaillage, de la forêt, des relations géopolitiques ou encore de biodiversité. Plus de 80 contributeurs, des géographes, cartographes, sociologues, des historiens, etc. ont participé à cet ouvrage collectif coordonné par Laurent Polidori et Mathieu Nouchet qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. L'Atlas critique de la Guyane, pourquoi critique ? Alors effectivement, l'Atlas critique, c'est en fait un peu en opposition ou pour se différencier des atlas plus conventionnels. Donc en Guyane, il y a deux grands atlas qui existent. Il y en a un qui a été produit au milieu des années 70, un énorme livre, il faut vraiment les deux mains pour tourner les pages, c'est vraiment la science là qui vient s'imposer sur la table. Et puis un autre plus récent, paru en 2000, 3 éditions, la dernière en 2008. Là, c'est des atlas assez conventionnels, c'est-à-dire que vous avez un thème, une carte. La population en Guyane, une carte. Le tourisme en Guyane, une carte. Les activités minières en Guyane, une carte. Nous, on est dans une approche, on travaille dans le champ de ce qu'on appelle la cartographie critique. C'est l'idée de montrer les enjeux politiques de la cartographie. Et l'idée de montrer que, en fait, les cartes, c'est des choix, ça n'a rien de naturel. Et que par conséquent, quand on travaille sur un phénomène, il y a plein de façons de le représenter cartographiquement. Donc on est dans une perspective critique parce que dans cet atlas, on a choisi 12 thèmes. À chaque fois, on va déconstruire un peu les cartes dominantes. Donc on va expliquer dans quel contexte elles ont été produites. Et puis pour chaque thème, surtout, on va veiller à ce qu'il y ait une grande diversité de cartes, de points de vue qui puissent s'exprimer. Oui, vous parlez d'ailleurs dans votre livre de mythes cartographiques. C'est quoi les mythes cartographiques qui peut y avoir d'ailleurs encore en Guyane ? Alors il y a en fait énormément de mythes cartographiques alors qui sont liés à l'histoire, et en particulier à l'histoire de la Guyane. Donc il y a eu toute une série de mythes cartographiques. Alors des mythes en fait qui concernent l'Amazonie et qui concernent la Guyane. On peut penser au lac Parimé, on peut penser à l'Eldorado, et qui se sont traduits sur les cartes. Et en fait, les cartographes ont, dans un premier temps, au XVIe, au XVIIe, très bien cartographié le littoral. Donc on avait des descriptions très précises, notamment de la toponymie. Alors la toponymie, on va le rappeler, c'est le nom des lieux, voilà, tout simplement. Le nom des lieux. Voilà. Par contre, l'intérieur des terres n'était pas exploré. Du coup, il y avait un blanc sur les cartes. Et ils ont rempli ce blanc sur les cartes. Parce qu'à l'époque, les cartographes étaient aussi des artistes. Donc ils ont laissé libre cours à leur imagination et à tous leurs fantasmes. Et donc on a toute une série de cartes avec des humanoïdes sans tête, avec des monstres, qui traduisent une fois de plus un certain nombre d'idées reçues qu'on peut avoir sur la Guyane. Et des idées reçues qui sont arrivées jusqu'à aujourd'hui et qui continuent peut-être encore de modifier la perception qu'on peut avoir du territoire ? Exactement, et on peut donner un exemple qui est bien connu, mais c'est les simples cartes scolaires. Moi, j'ai des enfants qui sont à l'école primaire. Quand ils doivent apprendre la France et l'outre-mer, ils voient une petite Guyane qui ressemble à une île au milieu des autres îles, et souvent qui n'est pas à l'échelle. Donc, on a très souvent, par exemple, la Réunion qui est de la même taille que la Guyane, alors qu'elle est 33 fois plus petite. Tout ça, ça alimente en fait les idées reçues, les imaginaires qu'on peut avoir sur le territoire. Et il y a comme ça toute une série de cartes qui, par les choix que font les cartographes, de façon parfois très volontaire, mais parfois même sans même y penser, alimentent un certain nombre de fantasmes qu'on peut avoir sur le territoire, autour de l'enfer vert, autour d'une forêt qui serait impénétrable, autour d'un territoire qui serait peu habité ou uniquement sur le littoral. Donc on a essayé de battre en brèche un peu ces idées reçues en montrant que d'autres cartes étaient possibles, d'autres visualisations de l'espace guyanais. Et que finalement d'ailleurs ce lapsus du président de la République Emmanuel Macron, vous en parlez d'ailleurs au début de votre livre, comme quoi la Guyane est une île, serait quelque part le résultat en fait de ces mythes cartographiques qui feraient que la Guyane est une île quand on les regarde. Oui, et on a à la fin de l'ouvrage, alors c'est vrai qu'on commence avec ce lapsus, et puis d'ailleurs si vous faites attention, souvent quand le président, le Premier ministre ou le ministre s'exprime sur la Guyane, vous avez toujours un fond bleu et puis le territoire qui est représenté, mais il est représenté comme complètement hors sol, en dehors de son environnement régional. Ni le Suriname ni le Brésil ne sont présents, encore moins l'espace caribéen. Et donc on a l'impression vraiment qu'on est en train de faire un discours officiel sur une île, un bout de terre qui flotte au milieu de nulle part. Et c'est pas simplement quelque chose comme ça d'anecdotique, parce que on a aussi une collègue colombienne, Mara Sierra, qui a contribué à cet ouvrage et qui a fait des cartes avec les enfants de Maripasoula, de Saint-Laurent-du-Maroni, de Cayenne, de Rémire, dans les écoles à tous les niveaux, primaire, collège, lycée. Et on voit que le motif de l'île revient pour ces enfants qui habitent la Guyane.
Alors avec différents niveaux, certains dessinent une île au centre de la Guyane, une sorte de Guyane centrale qui serait inaccessible. Voilà, ce motif de l'île, il revient vraiment très très souvent. Il n'y a pas eu un projet il y a quelques années justement, 2014 il me semble, pour réintégrer la Guyane dans son espace environnemental naturel où on voit le Suriname, le Brésil à côté? Alors il y a un projet notamment au niveau de l'éducation nationale pour changer la carte murale, puisque vous savez que dans les écoles, alors les profs d'histoire géo, mais aussi les profs de sciences de la vie et de la terre en bio, ont une grande carte et ils s'appuient sur la carte pour réaliser leurs cours. Et donc il y a un projet qui vient d'arriver à terme, et donc là maintenant il faut trouver l'argent pour pouvoir payer ces cartes et qu'elles apparaissent dans les écoles, et qui effectivement vise à sortir, on appelle ça les cartes îles, donc sortir de ces cartes îles et montrer, c'est une série de profs d'histoire géo de différents collèges, lycées de Cayenne et d'ailleurs, qui ont construit vraiment une carte pour montrer une Guyane intégrée dans son espace régional, et pour montrer les liens avec la Guyane, le Suriname, avec les Antilles et l'espace caribéen. On va revenir sur cet atlas critique de la Guyane, parce que ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que oui, c'est un livre écrit par des chercheurs, par des universitaires, mais c'est aussi un livre qui se lit assez facilement, qui est destiné aussi au grand public. Oui, alors c'est un livre, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut picorer, c'est-à-dire qu'il y a 12 chapitres et on n'est pas obligé de le faire de A à Z et vraiment dans le sens de l'écriture. Il y a différents thèmes et l'idée c'est bien que ça puisse alimenter des éléments de connaissance sur la Guyane, produits par un certain nombre de scientifiques, mais aussi vraiment à destination du grand public et à destination aussi des enfants. J'étais il y a 2 jours à Saint-Laurent-du-Maroni dans un lycée, et j'ai présenté là l'ouvrage à 2 classes dans un lycée pro 2 classes de première. Et voilà, on est allé faire vraiment un focus sur quelques cartes et on voit que ça vient illustrer énormément d'éléments du programme ou énormément de questions que se posent aussi les élèves. Pourquoi avoir choisi la Guyane en particulier ? Alors, il y a plusieurs raisons qui poussent à ça. Alors d'abord, ce qu'on évoquait tout à l'heure, cette idée de mythe cartographique qui fait que c'est en fait un territoire qui, historiquement, au niveau cartographique, est très chargé et intéressant à analyser. Ensuite, il y a également des enjeux modernes, on pourrait dire techniques, c'est-à-dire que c'est Laurent Polidori qui a cette expression qui dit que la Guyane est un territoire rebelle aux méthodes modernes de cartographie, parce qu'on est sur un territoire qui est assez complexe pour s'appréhender avec des méthodes dites classiques. Un exemple très simple, c'est la couverture nuageuse. La cartographie, aujourd'hui, ça passe beaucoup par les photographies aériennes, les images satellites. C'est très compliqué d'obtenir des images sans nuages qui permettent vraiment de travailler le territoire. Rien que sur le littoral aussi, j'ai lu que c'était compliqué de savoir précisément où commençait la frontière. Effectivement, sur le littoral, on pourrait dire qu'à partir du moment où on trace un trait sur la carte, il est faux. Ouais. Puisque le littoral bouge, c'est un des littoraux qui bouge le plus au monde. Donc on explique dans l'ouvrage comment les cartes sont faites bon an mal an, et puis ce que ça implique aussi, par exemple en termes de mobilité des habitants, et parfois un certain nombre de discours contradictoires entre des projets d'aménagement qu'on voudrait vraiment qui figent le littoral, alors que historiquement les habitants ont l'habitude de se déplacer. Voilà, donc il y a des enjeux techniques, il y a des enjeux un peu historiques, et puis c'est ce que je vous disais au début, ce qui me semblait moi vraiment la motivation première, c'est toutes ces idées reçues qu'on peut avoir sur la Guyane et qui sont véhiculées par les cartes. Et finalement, un décalage que j'observais, moi, entre les cartes que je vois en France hexagonale, notamment dans les rapports officiels qui sont assez pauvres, et toute la richesse de la production locale, puisque en fait, en Guyane, il y a plein de gens qui font des cartes. Vous avez des scientifiques, vous avez les services de l'État qui, ne pouvant utiliser les grands référentiels nationaux, font des choses aussi localement. Puis vous avez de plus en plus d'associations, d'ONG, de groupes plus ou moins formels, parce que la cartographie, c'est aussi démocratisé. Maintenant, avec les téléphones, avec le GPS, on a de plus en plus la possibilité, finalement, de produire des cartes. Ça, c'est valable partout dans le monde, mais on voit qu'en Guyane, ça génère une production locale très riche. Et donc, l'idée, c'était aussi de mettre en regard les cartes un peu pauvres qu'on voit en permanence, de toute cette richesse qu'il y a localement. Qui sont produites localement. J'aimerais revenir sur les difficultés qu'on peut avoir à mesurer le territoire guyanais. J'ai lu que le relief de la Guyane était moins bien connu jusqu'à tout récemment que celui de la planète Vénus. C'est un trait d'humour, alors c'est vraiment quelque chose de vrai? Non, il y a une vraie difficulté à mesurer le relief. Alors, si on veut, le globe terrestre, donc c'est une sphère, mais en fait c'est une sphère très irrégulière. On parle du géoïde, et pour connaître exactement la forme du relief sur la planète, il y a tout un tas de techniques mathématiques qui sont utilisées et qui s'appliquent plus ou moins bien. On a besoin d'avoir aussi des relais
sur Terre avec des points mesurés de façon très précise. Et en Guyane, mais plus globalement, sur le bassin des Guyanes, l'AMAPA est aussi concernée, c'est extrêmement compliqué d'avoir des mesures un peu fines du territoire. Donc c'est effectivement un territoire dans lequel il y a plein de travaux, il y a plein de recherches, il y a de plus en plus de choses qui se font, mais ça reste un territoire très compliqué d'un point de vue technique et avec plein de défis assez passionnants à relever. On apprend également dans votre atlas critique de la Guyane que finalement les cartes classiques ne montraient pas assez ou plutôt oubliaient les nuances qu'il pouvait y avoir sur le terrain. Par exemple, quand on regarde une carte classique de la Guyane, on va très vite voir du vert partout. Vu qu'il y a beaucoup de forêts, ça va donner l'impression que la forêt c'est la même chose partout, alors que vous essayez de nous montrer au travers de cet atlas que non, c'est pas le cas. Exactement, on a tendance à dire souvent 90-95% du territoire guyanais, c'est la forêt. Alors selon avec qui on parle, ça va être la jungle, l'enfer vert, la forêt monumentale, la forêt primaire. Et puis, quand on regarde les cartes, c'est des espèces de patatoïdes vertes complètement homogènes, un espèce de bloc monolithique. On fait une grande zone et voilà, ça c'est 95% de la Guyane. C'est les mêmes arbres partout, voilà. C'est la même chose partout. Voilà. Et donc, on a essayé de montrer qu'à travers tout un tas de contributions d'écologues, de naturalistes, d'anthropologues, que en fait, la forêt guyanaise, elle était d'abord très diversifiée dans ses habitats. Ça, c'est notamment les travaux de Stéphane Guité et Daniel Sabatier. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, c'est pas la même forêt, c'est pas les mêmes dynamiques d'évolution. On a essayé de montrer aussi que la forêt, elle était habitée, et elle était habitée depuis très longtemps, et les lieux de vie d'aujourd'hui ne sont pas forcément les lieux de vie d'hier, et donc il y a eu une mobilité dans la forêt. On a essayé de montrer aussi que la forêt était très largement parcourue. On a tendance à dire qu'il y a des problèmes d'accessibilité et que c'est un territoire infranchissable. Là, on a montré, en travaillant notamment avec toute une série de données qu'on a pu croiser, qu'on était dans une forêt qui était parcourue. Et puis, c'est une forêt qui est aussi travaillée, de façon légale ou illégale. Mais bref, c'est une forêt dans laquelle il se passe plein de choses. Et quand on croise les travaux des anthropologues, des géographes, des historiens, des ethnobotanistes, on va se retrouver avec une vision beaucoup plus diversifiée de la forêt qu'un simple bloc homogène. Justement, puisque vous avez prononcé le mot d'historien, quand on voit le travail que vous avez fait, on se rend compte que finalement faire de la géographie, ou du moins travailler avec des cartes, c'est aussi travailler l'histoire. Exactement, et on est allé voir tout un tas de collègues qui, en fait, au début, nous ont dit « Ah bah oui, c'est un super projet, mais moi, je fais pas de cartes. » Et on leur a dit « Oui, mais toi, tout ce que tu nous racontes sur la Guyane, c'est spatial. Il y a de l'espace et ça se met en carte. » Et donc, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits avec des collègues historiens, ou je pense par exemple avec Marianne Palis, qui est anthropologue, où en échangeant avec elle, la carte s'est construite petit à petit. Et effectivement, rentrer sur un territoire par la cartographie, c'est finalement l'aborder sous tout un tas de thèmes divers et variés et à travers tout un tas de disciplines. Je vais vous citer, on avait commencé à en parler tout à l'heure, le pouvoir des cartes passe aussi par le pouvoir des toponymes. Un toponyme, on l'a déjà dit, c'est un nom qui est donné à un lieu. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce point, sur le pouvoir des toponymes ? Oui, alors la toponymie, c'est finalement l'art de nommer le territoire, et donc c'est une prérogative des États. Et il y a un certain nombre d'enjeux à la façon dont on nomme le territoire, parce que cette toponymie, en fait, elle traduit à la fois la façon dont les gens habitent le territoire, qui y habite en fonction des langues qui vont être utilisées. Donc ça a été pendant très longtemps vraiment un instrument de conquête, notamment du temps de la conquête coloniale. La toponymie avait un rôle très important pour marquer le territoire, marquer une présence. Et là, il est... Par exemple, si on prend l'exemple du contesté, vous savez qu'il y a eu un conflit frontalier avec le Brésil très important qui a été résolu en 1900 en Suisse par on appelle ça la sentence de Berne. Et donc, en fait, les Brésiliens et les Français sont arrivés avec des cartes pour justifier le tracé de la frontière. Et ils n'avaient bien sûr pas la même frontière, et donc les Suisses ont dû arbitrer. Les Français sont arrivés avec des cartes plutôt de géographie physique pour montrer les cours d'eau et dire, voilà, l'origine de la frontière, en s'appuyant sur le cours d'eau, c'est à tel endroit. Les Brésiliens sont arrivés plutôt avec des cartes de géographie humaine avec de la toponymie, en montrant, mais regardez, ce territoire, il est déjà occupé. Il est déjà habité. Voilà. Ouais. Et les Brésiliens ont obtenu gain de cause. Donc on voit la toponymie, il y a un enjeu très très fort, et il y a beaucoup de travaux en Guyane qui sont faits, notamment dans le sud. Alors il y a eu beaucoup de travaux du côté de Camopi, Damien Davy, et puis les Grenans, et puis le parc amazonien a également contribué, Pierre Joubert, et on a des cartes de leurs travaux dans l'Atlas. Et puis du côté du Haut-Maroni, il y a aussi des travaux en cours et qui ont eu lieu. Et la question, c'est maintenant comment la France va reconnaître dans ses cartes officielles toute cette toponymie qui a été créée en langue amérindienne.
Mathieu Nochet, j'aimerais qu'on termine cette interview par un projet, ce projet OpenStreetMap. J'ai lu que les cartes de ce projet étaient, en tout cas pour Cayenne, encore plus précises que celles de Google. Exactement, alors OpenStreetMap, c'est, on pourrait dire, le Wikipédia de la cartographie. C'est un système qui est libre, n'importe qui peut contribuer, peut consulter les cartes. Il y a une association OpenStreetMap Guyane depuis un peu plus d'1 an, ce qui est assez récent. Et effectivement, moi, quand j'ai un rendez-vous à Cayenne et que je ne connais pas l'adresse, je vais sur OpenStreetMap parce que le plan d'OSM de Cayenne, alors pas de toute la Guyane, mais de Cayenne, il est vraiment bien plus précis que Google Maps, par exemple. Et après, j'étais à Saint-Laurent-du-Maroni la semaine dernière. Il y a des travaux qui sont faits, par exemple, avec les habitants des quartiers spontanés pour aller cartographier les habitats, cartographier des chemins d'accès et autres. Et ces cartographies, en fait, sont reversées dans OpenStreetMap. Donc, par rapport aux cartes officielles, on a aussi des fois des informations très différentes, complémentaires et extrêmement intéressantes. Ça se développe un peu partout dans le monde, OpenStreetMap, et ça commence à être bien actif là, ici en Guyane. Mathieu Nochet, dernière question. Vous êtes en Guyane là pour ces prochains jours. Il y a des rencontres, des événements qui sont prévus autour de la sortie de ce livre ? Oui, alors on a organisé toute une série de petites présentations, soit très formelles, soit de façon plus informelle. Alors il y a eu une série de présentations, je vous disais, à Saint-Laurent-du-Maroni. On est allé au camp de la transportation, on est allé à Mana, au Karma. On a fait une belle soirée cartographie et cinéma aussi, puisqu'il y a aussi tout un tas de cartes dans les œuvres de fiction. Et puis là, le prochain événement, c'est demain, mardi, à 18h, à l'Université de Guyane, à l'Amphi A, où on aura une conférence qui présentera un peu la philosophie de l'Atlas, qui montrera une série d'extraits, et puis une discussion avec la présence de nombreux contributeurs, puisque vous le disiez, on est 85 à avoir contribué. Vous êtes là tout seul avec nous ce matin, mais vous n'êtes pas tout seul à avoir réalisé cet Atlas critique de la Guyane. Merci beaucoup Mathieu Nochet d'avoir été notre invité ce matin pour parler donc de cet Atlas critique publié aux éditions du CNRS. Bonne journée. Merci, au revoir.